Bonsoir. Donc, dans le cadre du TPC, pour créer un débordement sur une pile d'exécution des processus sur le système d'exploitation Windows, nous avons travaillé sur ce devoir-ci, William et moi, Muriel, et cet enregistrement est pour vous démontrer les étapes que nous avons pu accomplir. Donc, pour commencer ce travail, nous avons eu besoin nous avons utilisé la plateforme virtuelle de virtualisation VMware et nous avons installé 2 machines virtuelles, une Windows et une Kali. Les 2 machines ont chacune 2 adaptateurs, un pour aller sur Internet, pardon, un adaptateur de type NAT pour aller sur Internet et un autre adaptateur de type pour juste un réseau local. Celui-ci va permettre de communiquer avec la Kali. Et la Windows ira sur Internet parce qu'il faut télécharger le Immunity Debugger et les serveurs vulnérables pour, pour faire l'attaque de déni des services. Ensuite, ça fait 2 adresses IP pour la machine Windows. Comme je disais, pareillement, la Kali Linux aura aussi 2 adresses IP, l'une pour aller sur Internet de type NAT et l'une pour le réseau local à communication avec la Windows. Et puis, elle aussi, on ira sur Internet avec celle-ci pour pouvoir télécharger Wireshark pour pouvoir analyser les paquets TCP qui sont envoyés dans la communication. Bon, maintenant, nos machines sont lancées. Pour la Kali, comme je disais, c'est un même fichier. Nous avons, on change les commandes, mais nous avons utilisé beaucoup de fichiers que à chaque étape, puisque le devoir s'étend sur, il y a beaucoup de questions, nous avons préféré faire plusieurs fichiers que nous allons exécuter à peu près à chaque grande étape des opérations. Donc, on a tous ces fichiers que nous avons utilisés. Et pour commencer, déjà, il faut, du côté de Windows, lancer le serveur vulnérable en mode administrateur. Dès qu'il va être lancé, il faudra aussi lancer le Immunity Debugger en mode administrateur. Bon, donc on va lancer, étant donné que ce sont des machines virtuelles, les opérations sont lentes. Donc, on va essayer de faire une opération à la fois afin que ce soit moins contraignant. Donc là, on est en train de lancer le debugger pour pouvoir observer les piles d'exécution avec le registre lorsque le serveur vulnérable reçoit les paquets TCP/IP. Donc, voilà l'espace de Immunity Debugger. Comme vous voyez, il y a un espace pour la pile, les registres, la pile, un espace pour l'assembleur et un espace pour lire les adresses et tout. Donc, Immunity est lancé. Maintenant, il faudrait attacher le processus lié au serveur au debugger. On attache et puis maintenant, on lance le debugger, donc c'est prêt. Maintenant, du côté de la Kali, ce qu'on fait, c'est que, étant donné que on va dans la première étape, comme c'est demandé, la première étape, on écrit un fichier trunk pour savoir le nombre
le nombre. Au fait, on envoie à chaque fois des lettres en incrémentant pour qu'à un moment donné, le serveur crache. Et l'idée, c'est de trouver le nombre total de lettres A qu'il nous aura fallu pour pouvoir faire cracher le serveur. Donc, c'est vraiment ce qu'on recherche dans la première étape. Dans le fichier, le fichier, il est juste, il est simple, il est, je trinque, pas beaucoup de commandes. Il est ainsi. Voilà le fichier. Et puis, maintenant, je vais lancer Wireshark pour pouvoir voir les paquets. Dans notre calier, on a deux adresses IP, comme j'ai dit, et j'ai déjà testé cette IP-ci, c'est elle qui communique avec la Windows. L'autre, elle me sert d'aller sur Internet. Donc, c'est sur elle que je vais attacher Wireshark pour écouter. Ça, c'est fait. Maintenant, je vais aller pour sur un autre terminal pour lancer mon, mon fichier trunk. Là, je le lance. Et maintenant, euh, du côté de Wireshark, il y a les communications qui sont en cours. Comme j'avais déjà lancé le serveur du côté de Windows, donc là, je vais observer, là, le serveur est déjà en train d'être surchargé par les données. Et puis, je vais chercher les données, la séquence de communication lorsque le serveur répond que il a, que il a atteint le nombre, on est presque au nombre maximum de A. Et après, la séquence de communication où vraiment il ne peut plus, là, il crache parce qu'il ne peut plus, il y a beaucoup trop de données. Donc, pour ça, je vais vraiment attacher le serveur, l'IP de Windows et le port d'écoute. C'est vraiment pour vraiment me concentrer juste sur les paquets qui nous intéressent. Donc, je vais attacher un filtre à ces paquets-là. Et quand je regarde mon filtre, là, j'ai, j'ai cette séquence de communication, celle-là, et puis j'ai la deuxième. Il y en a d'autres. Mais celle-ci, c'est vraiment que le serveur est presque limite au niveau de la réception des lettres A que nous envoyons. Donc, on peut voir ici que là, c'est encore correct. Il reçoit encore les données, il est capable de gérer. Ça, c'est la première communication entre les deux. Maintenant, si je vais analyser la deuxième. Donc, ça, c'était la première. Maintenant, lorsque je vais à la deuxième, voici la deuxième. Maintenant, ici, la deuxième séquence de communication, là, il est déjà surchargé. Donc, il dit, ah, j'ai été surchargé. Voilà. Maintenant, les paramètres qui me font comprendre que le serveur est surchargé, c'est ce message-ci. Ce message-ci, qui est vraiment le message euh, qui est affiché lorsque le serveur ne peut plus répondre. Il y a ce message-ci, ça c'est celui qu'on observe du côté de Wireshark, et aussi le nombre de A, le nombre de lettres, on voit bien que c'est 50-64 bytes. Donc cette valeur-là va nous être utile pour pouvoir, comme la question le demande, euh, déterminer le nombre approximatif de caractères qu'il faut générer pour pouvoir créer la surcharge au niveau du serveur. Donc là, on voit bien que là, on a 50-64 bytes et maintenant le serveur est complètement craché. Comme on peut voir aussi,
les messages de communication au niveau de la commande générique TCP que j'ai exécutée, le serveur ne peut plus répondre. Maintenant, si on part du côté de Windows, on voit bien que, je vais juste un peu agrandir, on voit bien que au niveau des piles du registre, comme les processus sont enregistrés sur les piles. Et puis, comme je disais, de l'autre côté, on a vu le message qui est vraiment un indicateur que le serveur ne répond plus. De ce côté, on va voir au niveau les valeurs du pointeur. Donc, les valeurs du pointeur qui sont importantes, on a la EBP. EBP qui est vraiment le le bottom, c'est-à-dire la valeur, l'adresse du pointeur à la fin d'exécution. Le BP, c'est là. On voit bien qu'elle est à AAA, donc elle est surchargée, elle est limite. Et puis, on a l'EIP, qui est vraiment la valeur courante du pointeur, la valeur courante de l'adresse du pointeur et qui est aussi AAA, dont le pointeur aussi est surchargé. Il y a la fin de la pile, le courant d'exécution de la pile, et puis on a aussi le début de la pile qui est ESP. Parfait. Donc, comme on voit bien, au début de la pile, voilà la commande qu'on a fichée. On a fait un générique TCP avec ce string-là dans le fichier. Au début de la pile, on a bien les AAA qui rentrent à chaque fois, mais quand le serveur est surchargé, là, la fin de la pile devient remplie de AAA. Et c'est comme ça. Et aussi, on a aussi ce message-ci, Access Violation when executing cardon. Ce message aussi est un indicateur pour nous faire comprendre que le, le, vec- le serveur a craché, qui n'est plus capable de répondre parce que il est overflow. Pareil que de ce côté, le processus est complètement arrêté. Donc, voilà les indicateurs pour déjà euh, les indicateurs qui prouvent le crash, c'est ceux que nous avons cités. On a la valeur de EIP pour la valeur de EIP, la valeur de ESB, du ESP et la valeur de EBP. On a aussi le message au niveau du Wireshark. Et on a aussi découvert que le nombre de bytes on doit créer, générer pour pouvoir provoquer euh, la surcharge de notre serveur, c'est 50-64 bytes. Donc, ça, tel que ça s'est fait, on continue. Maintenant, on a trouvé le nombre de caractères 50-64 pour atteindre le registre. Maintenant, on a trouvé cela. Maintenant, la prochaine étape, de, ce serait vraiment de créer exactement le nombre de caractères de créer notre mot avec exactement ce nombre de caractères pour pouvoir, au niveau de cette valeur courante de l'adresse, la modifier pour que ce soit nous qui soyons qui prenons la main. Donc, on va revenir au niveau, ici, je peux arrêter mon serveur parce que c'est fini. Et puis, c'est fini. Donc, là, je vais aller au niveau de la Kali. Et dans la deuxième étape, comme on a vu, c'est 564. On va, on a notre fichier. On a notre fichier qui contient un nombre de caractères 64 bytes au niveau de la variable motif. C'est celui-là. Donc, avant, c'était A. Maintenant, ce sera exactement 564 bytes, cette valeur-ci. Et c'est avec ça maintenant qu'on va lancer le script. C'est maintenant le script qu'on va lancer. Donc, pour pouvoir générer ce motif, on a juste utilisé la commande un utilitaire de Kali. On a juste utilisé un utilitaire de Kali qui permet de générer des trucs. Attendez.
utilitaire, MSFS. Voilà, c'est ça. Donc, on a utilisé ce MFS pattern. On a donné la taille 564. Donc, il nous a permis de générer un motif que nous avons mis dans le fichier, dans le fichier motif TXT. Et c'est lui qu'on a copié pour mettre dans la variable motif dans le fichier payload que j'ai ouvert tout à l'heure. Donc, maintenant, la seconde étape, c'est de pouvoir exécuter ce fichier qui a maintenant la valeur exacte afin de pouvoir, au niveau de Windows, identifier la valeur EIP exacte qu'on va changer. Donc, je vais encore relancer mon serveur. Donc, ici, j'attache le processus, je lance, et puis au niveau de la qualité, mon fichier, puis quand je reviens au niveau de la Windows, on voit bien que ici, voilà mon EIP tout à l'heure, le EIP tout à l'heure c'était AAAAA. Maintenant, comme moi-même, on a généré un 764 bytes, maintenant mon EIP c'est cette valeur-ci. Donc, maintenant, il faut trouver euh, la différence entre l'adresse au début du buffer et, et pour vraiment écrire à ce EIP-là. Donc, pour vraiment modifier ces valeurs de EIP, il faut trouver cette différence. Donc, on va utiliser cette valeur de EIP. On va venir au niveau de la Kali. On va venir au niveau de la Kali et avec ça, on va pouvoir euh, trouver le pattern. On va encore utiliser l'utilitaire Kali pour connaître cette valeur-là qui qui nous permettrait d'exactement écrire à cette adresse du pointeur. Donc, voilà ça. Et là, on a que c'est pour 2003. Donc, c'est 2003. Donc, pour ça, on a cette valeur exacte qui nous permettrait d'écrire sur EIP, à cette adresse exacte-là. Donc, maintenant, comme on connaît, ça nous permet de savoir exactement le nombre de A qu'on a besoin. Donc, dans ce cas, on va modifier notre fichier et puis on va rajouter dans notre fichier maintenant le motif. Le motif, comme ça nous a permis de connaître exactement pour quelle valeur on doit écrire le nombre de A pour pouvoir écrire exactement sur le EIP.
voilà, c'est 2003 grâce à l'utilitaire Kali. Et puis maintenant, l'EIP, on va lui donner une adresse fictive. Et puis, on peut aller jusqu'à 5000. Et là, on va modifier la charge. Et c'est comme ça maintenant, c'est maintenant avec ce fichier que nous allons attaquer pour pouvoir écrire une valeur, cette valeur-ci, à l'emplacement EIP. Ce ne sera plus cette valeur-ci qu'on vient de lire, mais plutôt celle-ci qui sera affichée à cet emplacement-là. Donc, maintenant, il faut au niveau de la Windows, euh, arrêter tout. Faut lancer le processus. Donc là, le Immunity Debugger se lance. OK, voilà. Donc, il est lancé. Bon, on va laisser comme ça parce que c'est devenu un peu trop lent. Et puis, non, attendez, on va juste arranger un peu la visibilité là. Et puis, il faut attacher les processus. Donc, toujours attacher les processus. À s'attacher, lancer. OK, sans tourner. Maintenant, on revient sur la Kali. C'est maintenant ce fichier-ci qu'on va exécuter. Parce que j'ai oublié d'ajouter une librairie. Bon. Et puis, ça c'est maintenant, on va aller au niveau de la Windows. Maintenant, avec, ça c'est la valeur qu'on a écrite dans notre fichier qu'on a lancé. Donc maintenant, au lieu de l'EIP qui était tout à l'heure de 38,6 et tout, maintenant on a cette valeur. Donc on a donné euh, une valeur fictive à notre EIP parce que maintenant ce sera notre marqueur. C'est maintenant nous qui allons modifier directement à partir de cette adresse-là, faire des opérations. Donc là, on a modifié l'EIP, on a donné une valeur. C'est fait maintenant. Combien de temps on pourra ajouter pour un shell? Maintenant, pour aller étudier en stack, en étant sur Unity, je vais faire un clic droit sur Follow in the stack. OK. Donc, maintenant, pour cette étape-là, euh, pour cette étape-là, on va aller dans
On a modifié le fichier pareillement. On a modifié le fichier. Donc, ici, c'est prêt, c'est prêt. On connaît notre valeur. Donc, on va arrêter de faire. Arrêter. Et puis, je pense que je vais lancer une fois. Comme ça, on aura pu, ce sera prêt là. OK. Donc, maintenant, au niveau de la Kali, il faut maintenant créer un shell. On modifie notre fichier pour créer le crash. Mais maintenant, cette fois-ci, on va créer un shell au lieu d'avoir juste des valeurs mauvaises, des caractères qu'on n'a pas besoin. On va maintenant créer un shell qui permettra d'identifier ces valeurs-là. Donc, le fichier, il est déjà là, on va l'exécuter. Et puis, aïe, 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 il fallait l'exécuter avant de partir. Donc, à chaque fois, il faut exécuter le fichier. Il faut attacher. Attacher le processus. Lancer. Maintenant, au niveau de la Kali, donc on a ce fichier-là et puis le fichier 4 pour créer le shell, pour créer le shell dont on a besoin, on a juste exécuté cette commande. On va faire. Donc c'est ça. Donc maintenant, avec le shell qu'on a créé, le shell, il est là. Donc maintenant, au niveau du rebut, on aura la taille exacte qu'il nous faut envoyer au niveau des données pas bonnes pour pouvoir faire cette opération. Donc, on va juste envoyer notre fichier. Donc, maintenant, on a créé, notre EIP avait déjà été modifié. Maintenant, on écrit dans notre fichier et lorsque on a atteint le débordement, on a remplacé par 90. Donc, on écrit 90 à chaque fois pour montrer qu'à cette étape-là, on est débordé. Et bien sûr, on a ça pour comprendre que le serveur est vraiment, est vraiment craché. Donc, ce sont les opérations qu'on a fait. Donc, à chaque étape, on modifie le fichier, on l'exécute et puis on a les résultats. Donc, pour le shell, pour le dernier fichier que nous avons exécuté, on a fait toute cette opération. Ça, c'était pour connaître les caractères qui ne sont pas bien, qu'on n'a pas besoin de voir dans les données. Et puis, là, c'était pour connaître le nombre de A dont on a besoin pour créer le débordement. Là, on a modifié le EIP
et puis on a exécuté ce fichier en dernier lieu. Tandis que pour pouvoir savoir la valeur, la valeur du shell, on a vraiment fait, voilà. Donc, on a fait cette opération pour connaître la valeur du shell qu'on devait mettre dans le fichier et, et maintenant, c'était fait. Donc, maintenant, on peut faire une shell pour pouvoir maintenant écouter lorsque, à partir d'ici, les opérations qui se passent. Là, on écoute la machine Windows à partir d'ici. On va voir si le processus se lance. Ah, pas lancé. Ah, il faut arrêter et lancer le processus. Les opérations sont longues. Les machines elles sont très lentes. Et puis, donc, on attache au processus. On lance. Et puis maintenant, au niveau d'Akali, on a déjà lancé notre shell qui est en train d'écouter. Maintenant, on va exécuter notre... La machine Akali n'écoute pas. Je pense que l'Akali n'écoute pas. Tout est là, mais elle n'écoute pas. Elle ne retranscrit pas les communications qu'elle a sur la Windows à partir de l'autre côté. Là, elle ne se passe rien. Donc, c'est ça. Normalement, elle devrait pouvoir rentrer en communication, donc observer la Windows à partir d'ici. Ça a besoin d'aller chaque fois dans la VM Windows, mais la communication ne se fait pas. Il y a quelque chose qui empêche que la Kali n'écoute. Donc, voilà ce qu'on a pu faire comme opération. Et c'est ça.
Donc, nous avons vu comment utiliser, envoyer une attaque de données de service au niveau d'un serveur vulnérable sous la Windows à partir d'une machine Kali et en utilisant des scripts Python et en changeant à chaque fois la charge d'attaque pour pouvoir faire des opérations sur la pile d'exécution. Donc, c'était tout pour notre démonstration. Merci à tous.